Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Assis sur l'une des banquettes qui bordent le couloir de la Chambre des communes, l'homme attend. Immobile, il guette, il observe. Il dévisage les députés qui passent et repassent devant lui sans se préoccuper de sa présence. Soudain, l'homme tressaille, se contracte légèrement. Il vient d'apercevoir le très honorable Spencer Perceval, Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. Par cette douce après-midi du 11 mai 1828 à Londres, M. Perceval se rend à la Commission des Finances, où il a un exposé à faire en tant que grand argentier. Fils cadet du comte d'Egmont, 50 ans à peine, haute et souple silhouette vêtue de noir, mais dont l'austérité n'exclut pas l'élégance, le Premier ministre possède un charme étrange. Sous l'énergie du regard bleu perce une bonté foncière. Ses amis disent de lui un personnage dont les intentions étaient pures et qui, dans la vie publique comme dans la vie privée, il était père de 12 enfants, possédait toutes les qualités propres à commander le respect et mieux encore à gagner l'affection de tous. Bref, irréprochable, inattaquable. Tassé sur sa banquette, l'inconnu ne quitte pas des yeux le Premier ministre. Spencer Perceval sourit à la ronde, serre quelques mains avec affabilité, échange quelques paroles aimables avec l'un, avec l'autre, sur son passage un climat de sympathie, d'estime réelle, qu'il a su gagner par sa probité et son talent. Il fait encore quelques pas et s'arrête. L'inconnu s'est levé. Brusquement, il barre le passage au Premier ministre et, sans un mot, sort un pistolet de sa poche et fait feu à bout portant. M. Spencer Perceval, touché au cœur, s'écroule, mort. Au lieu de fuir, le meurtrier se laisse désarmer et appréhender sans opposer la moindre résistance. Attirés par le coup de feu, les députés accourent. Le premier d'entre eux, le général Isaac Gascoigne de Liverpool, contemple la scène et s'écrie bouleversé en fixant l'assassin. « Comment ? Mais c'est vous ? Vous, John Bellingham ? Un meurtrier, est-ce possible ?» John Bellingham se contente de répondre « Je suis un malheureux. » Puis, il ajoute doucement à l'attention d'un autre député qui le traite de bandit et lui demande comment il a pu tuer Spencer Perceval, un si brave homme, père de 12 enfants. « J'en suis bien fâché, votre honneur. » John Bellingham. Étrange assassin en vérité. Assassin et victime. John Bellingham a une quarantaine d'années, un visage aux traits réguliers et l'air absolument inoffensif. Pour l'instant, hébété par le crime qu'il vient de commettre, il est blême. Ses lèvres tremblent. De grosses gouttes de sueur perlent sur son front, des spasmes contractent sa gorge à chaque respiration, comme si quelque chose l'étouffait. Il presse son cœur de ses mains pour en comprimer les battements sans pouvoir y parvenir. Les huissiers reconnaissent en lui un habitué des séances de printemps. Ils l'ont souvent remarqué, jumelle en main, semblant étudier de sa place et avec un intérêt tout particulier, le noble visage du très honorable Spencer Perceval. D'autres députés se souviennent de ce personnage. « Il m'a abordé à la Chambre, un exalté, dit l'un. Je l'ai reçu à mon domicile, dit l'autre. Il a tenté de m'exposer le détail de sa situation personnelle, confuse, rocambolesque. En tout cas, peu digne d'intérêt. » Le général Isaac Gascoigne intervient. « Je connais bien John Bellingham. Laissez-moi vous expliquer. » Il est interrompu par Bellingham lui-même, qui sort de sa torpeur et déclare avec un calme parfait « Moi seul peut tout expliquer.
Je n'avais aucun motif de haine personnelle envers M. Spencer Perceval. Si je l'avais tué par méchanceté, je serais vraiment méprisable. Mais c'est le ministre que je visais, pas l'homme. Et si j'avais eu 1 million de vies à perdre, j'aurais agi de la même façon. Interloqués, les députés attendent la suite. Ils veulent connaître la raison exacte de ce crime, le mobile. Le mobile. John Bellingham le leur donne, d'une voix monocorde, lasse, parsemée d'accents parfois plus passionnels, il parle. Je suis le fils d'une honorable famille. Dans ma jeunesse, je me suis rendu en Russie, à Arkhangelsk, où je me suis lancé dans les affaires. Mais là-bas, j'ai été accusé d'indélicatesse. Injustement, je peux le prouver. J'ai toujours pu le prouver. Enfin, j'ai essayé. Mais on ne m'a pas écouté. On m'a jeté en prison. Et j'y suis resté pendant de longs mois. J'ai subi des humiliations, des sévices, à la limite de ce qu'un homme peut endurer. Quand on m'a libéré, j'ai été à Saint-Pétersbourg pour expliquer mon cas à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Lord Grenville Leveson-Gowen. Je pensais qu'il obtiendrait des excuses, des dommages et intérêts. Je pensais à tort. L'ambassadeur s'est montré absolument indifférent. Ma démarche l'ennuyait. Et il n'est jamais intervenu. John Bellingham interrompt son récit. Une larme roule sur sa joue. D'un doigt, il l'efface et poursuit. Je suis rentré en Angleterre. Aussitôt, j'ai écrit au prince régent. Ah, il m'a répondu. Oh oui, il m'a répondu que personnellement, il ne pouvait rien faire. Il est vrai qu'à l'époque, il était davantage préoccupé par le blocus que Napoléon Ier organisait autour des îles britanniques. Les affaires internationales ont toujours la priorité. Surtout sur les affaires purement humaines. Apitoyé, le général Gascoigne demande à John Bellingham « Mais enfin, John, votre requête était pleinement justifiée. Pourquoi n'avez-vous pas fait ?» Bellingham s'écrie « J'ai tout fait, monsieur. Tout !» J'ai adressé pétition sur pétition au Lord du Conseil. Tous m'ont fait connaître courtoisement leur regret de ne pouvoir intervenir. Toutes aussi correctes mais décevantes ont été les réponses du Premier ministre, M. Spencer Perceval, des députés, des hauts fonctionnaires, des membres du gouvernement. Je suis marié, messieurs. J'ai plusieurs enfants. J'ai tout quitté pour m'installer à Londres et j'ai laissé ma famille à Liverpool. Voyez-vous l'aboutissement de mes réclamations, la reconnaissance officielle de mon honnêteté est devenue mon idée fixe, mon seul but dans la vie. Mais les ressources financières de John Bellingham s'amenuisent. Alors il parle de ses malheurs passés avec la voix, avec les yeux d'un fou. Au début de mai 1812, il adresse au chef de la police de Bow Street une lettre dans laquelle il précise « Si on tarde trop longtemps à donner suite à mes réclamations, je me ferai justice moi-même. » Malheureusement, la menace est considérée comme sans importance et la lettre jetée au fond d'une corbeille. La première enquête rapidement menée sur place, le meurtrier est envoyé à la prison de Newgate sous l'escorte d'un régiment de cavalerie. Le jour suivant de sa cellule, il écrit à sa propriétaire la curieuse lettre suivante. « Chère madame, hier à minuit, j'ai été amené en ce séjour par une noble troupe de chevaux légers et confié aux bons soins du directeur à titre de prisonnier d'État de première classe. Voilà 8 ans que je ne me suis senti l'esprit aussi tranquille. Cette catastrophe que j'ai déclenchée est navrante, mais elle était nécessaire. Je vais enfin pouvoir exposer régulièrement tous les détails de mon affaire devant la Cour criminelle de justice, et le jury de mon pays aura à fixer les responsabilités et à désigner les coupables. » John Bellingham prie sa logeuse de lui faire parvenir quelques vêtements, quelques objets de toilette, etc. Son livre de prière. Oui, curieuse lettre. Et curieuse figure que celle de cet assassin, assoiffé de vérité, de sa vérité, et révolté par le dédain auquel il s'est heurté. Mais
en vengeant sur un personnage public une offense privée, en abattant un innocent de réputation immaculée, John Bellingham a fait un mauvais calcul. Et la mort du Premier ministre de Sa Très Gracieuse Majesté est considérée comme un désastre national. Cependant, John attend son jugement en toute confiance. Il déclare à son avocat « Mon procès réglera la question de savoir jusqu'à quel point un ministre a le droit de refuser son appui à un homme lésé. » L'avocat, qui sait les distances qui existent entre la politique et la charité, demande à John « Mais enfin, qu'espérez-vous? Ce que j'espère? Mais ma justification triomphante, ma prochaine libération, mon retour auprès de ma femme et de mes enfants, les poches pleines de banknotes qu'on ne peut me refuser à titre d'indemnité. » John Bellingham est-il fou, chers amis? Non. Non, il veut mettre l'accent sur les injustices qui règnent partout, qui accablent, détruisent des hommes, des femmes chaque jour, chaque minute de chaque jour. À peine une semaine après son crime, il est devant le jury, la salle est comble. La foule londonienne, encore sous le coup de l'émotion, ne veut pas rater ce spectacle. Et tous les gens de qualité sont présents. Les assistants doivent s'accorder pour dire que, de tous, le plus calme, le plus digne, et sans contredit, l'homme debout au banc des accusés en manteau brun, culotte noire et veston rayé. Le procès présente surtout ceci de remarquable et d'émouvant. Dès l'ouverture des débats, la conclusion ne fait aucun doute pour personne, sauf pour John Bellingham, dont la confiance se confirme entière jusqu'à l'ultime seconde. Son avocat essaie de demander une remise pour permettre d'entendre plusieurs personnes qui connaissent intimement l'accusé et qui seraient susceptibles d'apporter un témoignage à décharge concernant son état mental. La requête est repoussée. Mais c'est à la grande satisfaction de John Bellingham, qui déclare « Je suis un homme sain d'esprit et je tiens à revendiquer l'entière responsabilité de mon action, qui est juste, noble et non criminelle. » Et il plaide lui-même sa cause. En premier lieu, il fait l'éloge de l'homme qu'il a assassiné. Quand je considère le caractère charmant et les qualités unanimement reconnues de M. Perceval, j'admets parfaitement que si je l'avais tué d'une manière injustifiable, je ne mériterais pas de vivre un instant de plus. Mais je suis conscient de pouvoir me justifier et je me sens rassuré en faisant face à l'orage qui gronde contre moi. Remous dans l'assistance. John attend que le silence soit rétabli. Puis, d'une voix claire, ferme et sans violence, il décrit l'erreur judiciaire monstrueuse dont il a été victime en Russie. Il décrit ses années de honte, de souffrance, le peu de soucis que l'ambassadeur de son pays a eu à lui obtenir réparation. Il décrit son retour en Angleterre, sa santé détruite, sa réputation perdue, ses biens disparus. Il insiste encore. Mes appels au prince régent, au lord du trésor, à la chambre des communes, au premier ministre, vains, tous, rien, aucune réponse. Nulle part, de qui que ce soit. Il reprend haleine, continue. Bafoué, réduit au dernier degré de la misère, que vouliez-vous que je fasse? Ma femme et mes enfants criant la faim, les ministres de Sa Majesté jouant avec moi comme avec une balle sans montrer le moindre intérêt pour les malheurs qui m'avaient accablé. J'étais forcé de me rendre justice moi-même, de me venger, pour obtenir ma réhabilitation. Il épanche son front, respire à petits coups secs et dit encore « Maintenant, ma vie est en jeu. Parce que j'ai pris le seul moyen d'exposer mon cas au grand jour, afin que tout le monde sache. Afin de pouvoir revenir au sein de ma famille réconforté, honoré. Tous ceux qui m'entendent ici doivent me comprendre. » Il se tourne vers les membres du jury. « Vous, messieurs, vous êtes des maris, des pères. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai confiance. J'ai confiance. Je crois que la leçon servira d'avertissement aux futurs ministres et les incitera à l'avenir à ouvrir leur cœur à plus de justice et d'humanité. John Bellingham a-t-il raison d'avoir confiance? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Les débats comme l'enquête préliminaire se déroulent avec une précipitation qualifiée d'un peu indécente par tous les historiens. Le juge les mène brièvement. Et dans chacun de ces considérants semble se préciser l'arrêt de mort. Tout le monde le sent,
tout le monde, sauf John Bellingham, qui se penche sur son avocat et lui murmure « Dès que mon acquittement sera prononcé, envoyez sur le champ la nouvelle à ma femme et à mes enfants à Liverpool. » Le jury ne délibère que pendant un très court moment. À la lecture du verdict, pendant quelques instants, John promène ses regards autour de lui. Il ne semble pas comprendre. Puis, immobile, il écoute le greffier prononcer la sentence. La mort. Lorsque les paroles fatales tombent, paroles que tout le monde avant le procès avait souhaitées, beaucoup dans la salle, paraît-il, ont les larmes aux yeux. Seul Bellingham conserve tout son calme. À son avocat qui lui étreint le bras, il dit « Après tant d'années de persécution, l'annonce du sacrifice suprême ne m'épouvante pas. Elle me soulage plutôt. » John Bellingham salue la salle, les juges, chancelle pendant une seconde, reprend son empire sur lui-même et d'un pas ferme sort du tribunal. Il lui reste 2 jours à vivre. 2 jours qu'il passe dans les fers, au régime du pain et de l'eau, réconforté cependant par quelques visites de sympathie un peu tardives. Il reste digne, indifférent, déjà hors de ce monde. La dernière nuit, il écrit à sa femme ces lignes bouleversantes. « Ma Marie chérie, j'ai éprouvé une joie profonde d'apprendre que tu ne manques de rien. J'espère que tout le monde s'emploiera à adoucir tes chagrins. Je te le répète, mon amour, je n'ai jamais eu en vue que ton bien-être. Nous ne nous verrons plus désormais, du moins en ce monde. Mais je compte bien que nous nous retrouverons dans l'autre, au milieu de nos enfants que je chéris et que je bénis. Avec les intentions les plus pures, mon malheur a été d'être contrecarré, en tout, jusqu'au bout. J'ai été incompris et maltraité par la vie, mais l'espoir d'un rapide passage à l'éternité me soutient et me console. Il m'est impossible de me sentir plus tranquille et plus calme que je ne le suis en ce moment. Dans 9 heures, oui, 9 heures maintenant, j'irai vers des rivages heureux où la joie, le bonheur et surtout la justice ne connaissent pas d'ombre. À toi de tout mon cœur. Je ressens vivement la sympathie publique, mais mon lot a été de jouer une carte douloureuse dans le jeu de la vie. Encore une fois que Dieu soit avec toi, ma douce Marie. Et oui, chers amis, le lot de John Bellingham a été de jouer une carte douloureuse dans le jeu de la vie. Oh, nous ne voulons pas prendre la défense d'un criminel, non. Mais tout de même, n'est-ce pas pour un homme un comble extraordinaire que d'être obligé de se transformer en coupable pour prouver son innocence? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.